La façon de faire du e-commerce en 2025 a complètement changé par rapport à ce qu'on faisait en 2022 ou en 2023. Si vous avez des difficultés à aller chercher de la croissance, cette vidéo elle est faite pour vous. On va voir dans quelle mesure la publicité joue un rôle dans ce cadre-là et comment trouver des solutions. Je vous passe directement sur mon écran. On est parti. Pourquoi vos ads ne fonctionnent pas en 2025? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder dans un premier temps ce qui a changé en 2025. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y en a? Quelles sont les différences qu'on pense avoir? Et est-ce qu'elles sont réellement là? Trois situations dans lesquelles votre entreprise se trouve probablement si vous regardez cette vidéo. Donc on va essayer de regarder ça un petit peu ensemble. Et ensuite, le vrai sens de la publicité. À quoi sert la publicité? Quel est son intérêt? Comment vous devez la voir? Et finalement, je vous apporterai des solutions pour débloquer cette situation et comment sortir un petit peu de cette spirale. Donc sans plus tarder, on est parti sur cette première partie qui est juste ici, ce qui a changé en e-commerce. Donc, dans les choses qui ont changé, on entend souvent parler du CPM qui augmente, des coûts publicitaires qui augmentent, etc. etc. C'est quelque chose d'assez commun. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Effectivement, ça peut être vrai. Il peut y avoir des CPM qui augmentent. La réalité sur le marché, c'est que les CPM, c'est la rémunération de Meta, tout simplement. Donc ça, ce que vous payez ici, ça dépend de Meta principalement. Alors évidemment, il y a tout un système d'enchères, etc. qu'on connaît. Mais in fine, ça va dépendre de Meta. Donc, il y a deux choses, le système d'enchères et ça dépend de Meta. Dans les grandes lignes, vous pouvez pas y faire grand-chose sur ce CPM-là. Et dans tous les cas, si on regarde concrètement depuis les dernières années, il n'a pas tant augmenté que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, avant, il était particulièrement faible. Et maintenant, donc il a augmenté petit à petit depuis quelques années. Et maintenant, il est assez stable. Si on regarde l'évolution du CPM sur les 2-3 dernières années, il est plutôt stable. De manière globale, ça reste un CPM. Alors, il y a évidemment des saisonnalités. Au Black Friday, ça augmente. En novembre, en décembre, ça augmente. Ensuite, ça descend, etc., etc. Donc, il y a une certaine saisonnalité dans vos CPM. En revanche, on ne peut pas dire qu'il a augmenté de 40% et que ce soit la raison pour laquelle vous avez des performances qui sont en baisse. Ensuite, on a le niveau en e-commerce. Ça, par contre, effectivement, le niveau en e-commerce, il a explosé. C'est-à-dire qu'avant, on avait des marques assez classiques, assez, j'ai pas envie de dire banales, mais d'un niveau qui était moyen, qui généraient pas de performance. Donc en fait, et qui génèrent de la performance, pardon. C'est-à-dire que ces marques-là arrivaient à faire de la croissance alors que elles n'avaient rien de spécial. Aujourd'hui, ces marques-là, elles font plus du tout de croissance. Ça n'existe plus. Si vous avez une marque qui est bidon, elle va marcher au début et au bout de quelques mois, elle va se péter la gueule. Donc ça, c'est à cause du niveau en e-commerce. En fait, le niveau en e-commerce, il augmente au niveau mondial. On offre toujours des meilleures expériences. On a, en plus d'avoir un bon produit, donc cette bonne expérience-là, donc on a bonne expérience, bon produit, on a des valeurs qui sont intéressantes dans la marque. On a vraiment des choses qui sont assez puissantes. En France, on n'est pas encore là où il y a le niveau e-commerce le plus élevé. Et parce qu'il y a moins de concurrence, tout simplement. On est un pays qui est plus petit et les francophones sur Terre, c'est assez faible. La plupart des marques ne sont pas internationales, en fait. Donc, on a la chance d'avoir en France, la chance, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais on a moins de concurrence, donc le niveau est un peu moins élevé. Si on va aux États-Unis, au UK, etc., tout le monde parle anglais, donc toutes les marques se battent les unes contre les autres. Et là, le niveau est plutôt très très élevé. Je peux vous prendre un exemple, hein, je vais vous prendre Pure Sport, qui est une marque d'électrolytes, etc., qui a tout un branding qui est assez fou et surtout qui fonctionne avec une communauté qui est assez énorme, avec des run clubs, etc. En fait, c'est assez rare que vous trouviez une marque avec cette qualité au niveau de la DA. C'est-à-dire qu'on n'a pas une DA où on en a partout, qui en met plein les yeux. Il y a juste ce qu'il faut. On a un site qui est clean, on a une stratégie qui est bien posée, on a un run club. On voit qu'on explique là l'origine de la marque, c'est deux rugbyman qui ont créé un run sport, etc., un run club, pardon. Et on a toute une identité autour de la marque. In fine, c'est juste
des compléments pour les gens qui courent et des fringues. Mais au-delà de ça, c'est surtout toute une identité avec des valeurs qui sont fortes. Si on regarde leur Insta, on pourra le voir. Ils ont fait notamment, cette pompe là qui a buzzé pour le marathon de Londres. Donc c'est des choses qui sont hyper fortes en termes de marque, en termes de valeur, mais qu'on ne retrouverait pas forcément en France. Les packaging sont quand même plus poussés, etc. Nous, si on regarde l'équivalent français de ça, de l'électrolyte pour le sport, bon, déjà, il n'y en a pas vraiment des Français, mais le niveau n'est pas le même, clairement. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ensuite, TikTok Shop. On a l'arrivée de TikTok Shop en France. Donc là, ça fait maintenant quelques semaines, 3 semaines, je crois que c'est la 3e semaine où on a TikTok Shop maintenant. Donc TikTok Shop, ça pousse en fait, ça ouvre la porte, pour ceux qui ne savent pas, on peut maintenant faire de la publicité dessus, mais ça ouvre la porte surtout à l'affiliation. Il y a des marques qui ont réussi à se développer à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par mois grâce à ce système-là. Donc en fait, aujourd'hui, vous faisiez de la publicité qui emmenait sur votre site, donc on faisait des ads sur TikTok qui emmenait sur votre site pour faire des ventes. J'écris pas très bien avec ma souris, mais vous m'excuserez. Pour faire des ventes. Avec TikTok Shop, en fait, vous avez des gens, des créateurs de contenu, content creators, qui sont ici, qui vont créer des ads. Souvent, c'est des UGC, en tout cas style UGC, style TikTok, quoi, on va dire. Hop. Ils vont vous créer ces publicités. Ils vont les poster en organique. Donc ça va être organique. Et ensuite, ils vont envoyer des gens sur votre site internet et vous allez leur payer des commissions. Ça, c'est le nouveau modèle. Je vais enlever cette partie-là. Derrière vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire de la publicité en utilisant ces ads-là. En fait, les ads de vos affiliés. Ce qui vous permet d'avoir beaucoup de contenu si vous avez plein de créateurs. La clé, c'est d'avoir plein de créateurs, tout simplement. D'avoir plein de créateurs qui vont faire plein d'ads. Vous allez mettre du budget sur ces ads-là, ces UGC-là, qui sont postés, eux, de leur côté en organique, et vous qui sont boostés en ads. Et derrière, vous payez quand même des commissions, bien sûr. Et ensuite, derrière, vous envoyez les gens sur votre site et vous faites de la conversion. Ça, c'est une nouvelle méthode, en fait, publicitaire que personne encore a trop utilisée en France. Mais en fait, ça, au niveau mondial, comme je vous disais, il y a des boîtes qui font des 40-50 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois. Je ne parle pas par an. Alors leur marché est plus grand. Hein. Ce serait compliqué de faire 50 millions par mois en France en e-commerce, même si rien n'est impossible. Mais l'idée, c'est que cette stratégie permet en fait au niveau mondial, si on regarde le niveau mondial, cette stratégie en fait elle vient un peu court-circuiter ce qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, ce que les e-commerçants ont l'habitude de faire, qui était ce que je mettais, publicité, méta, site internet, j'essaie de vendre. Donc là, on est sur un modèle qui est un petit peu différent. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore à la page là-dessus. Donc ça veut aussi dire que vous pouvez prendre de l'avance sur TikTok Shop, le mettre en place, développer la stratégie. Vous regardez sur internet, il y en a plein qui l'ont fait, il y en a plein qu'on parle. Et ensuite, prendre de l'avance sur soit vos concurrents ou soit juste pour votre entreprise. Donc gardez bien ça en tête, TikTok Shop ça va venir là dans les mois qui arrivent, très rapidement puisque les tests ont déjà été faits à l'international, c'est juste que les gens n'ont pas regardé. Et ça va devenir quelque chose de très gros d'un point de vue publicitaire, dans une stratégie publicitaire. Là, à date, les gens ils pensent que ça se résume à un petit bandeau orange qui parle d'un produit sur TikTok. En fait, ça va bien plus loin que ça. Il y a des systèmes de gifting pour avoir plus de créateurs. Et toute la clé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir plein de créateurs de contenu et qui sont motivés surtout. Donc bien rémunérés et qui font du contenu quali. C'est pas des influenceurs, attention, c'est des créateurs de contenu. C'est deux choses bien différentes. Ça, c'est ce qui a changé concrètement en 2025. Donc les CPM n'ont pas bougé particulièrement. Le niveau e-com par contre a effectivement augmenté, mais tous les ans c'est la même chose. Et on a cette nouveauté
Mais qui dit nouveauté dit opportunité. Donc c'est ceux qui seront le plus ouverts à TikTok Shop et qui vont le pousser le mieux qui seront les gagnants de TikTok Shop, tout simplement, parce que quand ça va faire 1 an que vous faites du TikTok Shop et que ça cartonne et que les autres ils vont commencer à se mettre dans le milieu, et ben en fait vous aurez déjà toutes les parts de marché sur ce secteur-là. Au niveau des créateurs, parce que les créateurs ils vont pas faire 200 produits par jour. En fait, les créateurs ils choisissent un peu les produits qui vont bien les rémunérer, qui les intéressent, etc. Ensuite, on va passer à la partie 2, les 3 cas dans lesquels vous allez pouvoir être. Le premier cas, c'est un cas qu'on voit assez souvent, notamment en France, c'est le post-lancement. C'est-à-dire que vous faites un lancement, où vous avez un lancement particulier, un moment de votre boîte, où votre boîte, elle explose. C'est-à-dire, vous passez sur Qui va être mon associé, vous passez à la télé, ce genre de choses. Vous avez un gros influx qui parle de vous et du coup votre marque est buzz, ce genre de choses. Donc ça peut être aussi un lancement produit qui cartonne, quelque chose comme ça, ou le lancement de la marque qui cartonne parce que vous arrivez sur un marché avec une nouvelle offre qui est hyper intéressante. Ça me fait penser à une marque qui s'appelle Atma avec qui on avait bossé pour leur lancement, Atma Kitchenware, qui sont des ustensiles de cuisine, et les mecs avaient fait un taf de ouf. Et ils sont très très bons. En l'occurrence, eux, ils ont pas, en tout cas, je pense pas, je sais pas vraiment, j'ai pas gardé, je suis plus trop en contact avec eux, même si je les ai croisés il y a peu de temps. Mais grosso modo, ils avaient fait un super lancement. Ce qui peut arriver après un super lancement, c'est simplement que là, ça se casse la gueule petit à petit. Parce que, en fait, vous allez profiter du lancement, de cette partie-là. Je vais mettre une autre couleur. Vous allez profiter du lancement, vous allez dire putain, ça cartonne et tout. Sauf que vous n'allez pas capitaliser là-dessus pour garder le momentum, mais vous allez juste dire ah bah ça cartonne, il n'y a pas besoin de publicité. Vous faites full EBITDA, donc vous profit, donc vous faites plein de cash. Et eux, ils réinvestir le cash pour garder le momentum. Et même s'il est moins fort et il est plus comme ça, mais il est toujours en croissance, il redescend pas. Ok. Là, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, si je gère tout ça, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ok, c'est super, on est en croissance, on met rien en place, on va faire des choses, on va regarder nos vanity metrics. Qu'est-ce qui fonctionne? Je passe à la télé, je passe sur BFM, gna 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 gna, et on se retrouve 6 mois après, 1 an après, où en fait on a fait, on regarde l'année dernière, donc là on se dit ah mais combien on avait fait en janvier l'année dernière? Ok, bah on avait fait, hop, c'est ici, janvier l'année dernière, on avait fait 800 000 euros dans le mois. Putain, ce mois-ci, on fait 400 000, c'est vraiment pas terrible. Bah en fait, c'est simplement que là, vous aviez une visibilité qui était énorme, et là, vous avez plus votre visibilité. Donc là, vous allez regarder votre publicité, vous allez dire, ah, bah on dépense quand même 100K par mois, 100 000 euros par mois en publicité, c'est beaucoup, surtout en France, ça fait partie des top spenders. Alors non, vous faites pas partie des top spenders, oui, vous dépensez plus que la majorité, mais en fait, vous êtes plus gros que la majorité des marques, en fait. Donc ça c'est assez normal que vous dépensiez plus que si vous comparez aux marques qui dépensent 10K, elles font pas le même chiffre d'affaires que vous. Ça a aucun sens en fait de comparer les choses comme ça. Et donc là, vous dépensiez, disons, 60K, et sauf qu'en fait, vous étiez passé à la télé, donc vous aviez eu de la visibilité. Cette visibilité, vous l'avez plus, donc il faut l'acheter. Ça, c'est la réalité du terrain. Ce que vous l'achetiez en fait de toutes les manières possibles, hein. Que vous me dites c'est de l'organique, oui ça doit être de l'organique, en fait vous allez payer des gens pour créer du contenu, donc ça revient à la même chose. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir 100K sur Meta ou est-ce qu'il vaut mieux investir 100K pour faire du contenu organique? Ça c'est notre question. Le mieux évidemment ça reste de faire les deux. Je vous donne la réponse. Donc ça c'est le cas typique numéro 1. On a une marque qui a de la hype, qui fonctionne bien, qui explose, tac tac tac, et d'un coup, bah, la hype, la marque elle fait plus grand chose, elle se démarque plus des autres, et petit à petit ça redescend. Et là, il y a un lancement qui est foiré, donc ça se pète la gueule. Il y a un deuxième lancement qui est foiré, on comprend rien. La marque elle commence à aller dans tous les sens, on sait plus qu'avant. Elle essaye de changer d'identité. Ça c'est le cas classique aussi, c'est j'ai explosé, nanani nanana. La marque elle descend, ah ouais, on a besoin de se premiumiser. Notre cible, c'est les CSP+, 25-35. Ça, j'adore. CSP+, 25-35. Ça, si votre cible, c'est les CSP+, 25-35, vous faites probablement erreur. La majorité des gens qui aimeraient que leurs clients soient des CSP+, 25-35, parce que c'est un truc de vanity. En fait, il y a des marques qui cartonnent
et qui, en fait, qui s'en rendent pas, enfin, qui comprennent pas pourquoi ils ont cartonné. En fait, les gens confondent un bon branding et le branding de la rêve. En fait, c'est sûr que si vous faisiez pur sport, ça serait stylé, vous serez fier de votre marque. En fait, il y a des marques qui sont dégueulasses, qui ressemblent à rien, et en fait, qui sont énormes. Il faut pas confondre, en fait, c'est ce que, en fait, là, pur sport, ils répondent à un besoin qui est ressenti par des coureurs, c'est-à-dire avoir un truc un peu fancy, des produits stylés, ça coûte cher, mais c'est quali, mais ça représente pas la majorité des sportifs. À côté de ça, on a Ta, je crois que ça s'appelle, Ta Running, qui est un truc hyper Ta énergie. J'y connais rien, je cours pas. Qui est bah, c'est pas beau, c'est coloré, ça fait cheap, mais en fait, il y a des gens qui cherchent l'efficacité là-dedans. Et ça, c'est pas un moins bon branding que ça en fait. C'est juste que la cible elle est différente, que ça s'adresse à des gens qui cherchent de l'efficacité, qui cherchent en fait une certaine crédibilité dans la marque. C'est des choses qu'ils ont vues qui sont utilisées par les athlètes, etc. C'est très spécifique, c'est un autre branding. Et de l'autre côté, vous avez une marque qui va répondre à des gens, là en l'occurrence, pour une fois peut-être plus CSP+, mais c'est pas 25-35, c'est plutôt 30+, qui vont acheter des électrolytes là comme ça à 40 balles et qui vont aller courir 2-3 fois par semaine ou 2 fois par semaine et qui vont faire un semi parce qu'ils ont envie d'être en bonne santé. Ok, c'est très cool, mais c'est des choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on ne vend pas exactement la même audience. Là, vous allez vendre à des mecs qui vivent en ville, qui ont envie de trucs fancy, qui vont pas, pour qui ça va pas être un problème d'acheter des produits chers, parce que ils sont sensibles au marketing et c'est important. Et je suis le premier, deux produits égaux, je paierai plus cher pour un produit qui est avec un meilleur packaging, une meilleure histoire. Mais c'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des gens qui veulent de l'efficacité. Le mec qui va courir en montagne tous les 4 matins, c'est quelqu'un qui va se faire des ultra trails, etc. Et ben je pense qu'il va plutôt acheter ça que ça, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pas confondre. C'est le branding qui correspond à votre cible et le branding que vous voudriez que votre marque soit. Attention à ça. Si votre marque elle a marché avec ce branding-là, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il correspondait et qu'il marchait. Si vous pensez que parce que c'est en décroissance, il faut premiumiser, il faut machin, et que c'est ça qui va faire remonter la marque, ben, c'est possible, mais c'est probablement un travail beaucoup plus complexe que garder le branding qui a déjà été prouvé, qui a déjà fonctionné, et essayer de trouver les autres problématiques. Ça, c'est honnêtement le cas le plus fréquent que je vois en e-commerce. C'est une grosse partie des gens, malheureusement. Ensuite, on a la marque que j'ai appelée la marque zombie. En fait, ça, c'est la marque qui fonctionne déjà, qui a bien fonctionné, qui est un peu plus vieille. Pardon, donc je disais, c'est une marque qui est un peu plus vieille, qui a bien marché, ça fait 5 ans qu'elle existe, 5-10 ans. Et elle a toujours été un petit peu en croissance, un petit peu. C'est des marques qui vont aller chercher plus de 5 millions, quoi, souvent. Et en fait, là, ça fait 2 ans qui stagnent un peu. La croissance, elle est plus trop là, voire ils sont en légère baisse. Mais ils comprennent pas pourquoi. Ben, c'est simple, c'est simplement que votre marque, en fait, elle n'a pas évolué. Elle est restée la même. Vous vendez toujours la même chose aux mêmes personnes, sauf que votre marque, elle a 5 ou 10 ans, en fait. Donc les attentes de vos consommateurs, elles ont évolué. Soit vos consommateurs, ils ont vieilli, et du coup, ils ont d'autres attentes, et vous n'arrivez pas à séduire les nouveaux, soit tout simplement, en fait, il y a eu aussi des concurrents sur votre marché. En fait, vous avez prouvé que le marché était intéressant et fonctionnait. Maintenant, il y a des gens qui sont venus et qui ont fait mieux que vous. Pour des raisons que souvent vous ne voulez pas entendre ou voir. S'il y a des gens qui font mieux que vous, ou qui font plus vite que vous, ou qui font autant que vous, qui sont en croissance, sur votre marché, c'est que le problème, c'est pas le marché, c'est vous. Et ça, faut bien le garder en tête. C'est que eux, ils font quelque chose de différent, que vous ne faites pas, qui fait que votre marque est en croissance. Alors vous pouvez vous pouvez ne pas être d'accord. Souvent, on entend les commerçants dire ouais, mais eux, ils font ça, mais ça, c'est pas bien pour telle et telle raison. Oui, vous pouvez avoir des convictions. Maintenant, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, en fait? Et si les gens, ils achètent chez vos concurrents et pas chez vous, c'est qu'il y a une raison. Et c'est la question à se poser. Donc, soit
vous attendez et au final votre marque elle va faire ça, 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 et plus ça va aller, plus elle va descendre doucement, doucement, doucement. Vous, au bout de 10 ans, vous avez plus de motivation, vous avez envie de faire autre chose de votre vie, même au bout de 5 ans, hein, vous avez envie de faire autre chose de votre vie, vous avez envie de vous sécuriser, vous avez envie de cash out, vous avez envie de vendre votre boîte, etc. Sauf que la réalité, c'est que dans ce contexte-là, vous n'allez pas la vendre grand-chose parce que vous êtes en décroissance. Et ça, c'est important. Ou en tout cas, vous n'êtes plus en croissance. Donc, gardez bien ça en tête, c'est à vous de trouver des solutions et ça sert à rien de vous plaindre du marché, sachant que les solutions, ça va pas être faire plus d'ads, ça va pas être faire des nouvelles créas, c'est plus large que ça. C'est-à-dire que vous avez quelque chose au niveau de votre marque, de votre produit, de vos offres qui ne fonctionnent pas. Et là, c'est à vous de réfléchir pour trouver la solution. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas mal sur des marques qui sont plus grosses. Et enfin, on a le suicide. C'est un peu un nom agressif, mais je trouvais que c'était assez représentatif. Là, on est dans le cas pareil d'une marque qui fonctionne, ça roule, tout roule, elle est en croissance, pas croissance, etc. Et bref, à un moment, la marque elle commence à décroître un peu. Là, si on a quelqu'un qui est très axé finance dans la boîte, il va dire ok, le chiffre d'affaires il baisse, ça c'est l'ad spend on va dire, tac 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 tac. Du coup, il faut qu'on diminue les investissements publicitaires pour garder notre marge. Je pense que je vais faire un cours à personne, mais je vais quand même le faire. Si ça c'est votre chiffre d'affaires et que ça c'est vos dépenses publicitaires, donc disons 30% de votre chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup mais qui se fait en e-commerce quand les marges sont bien gérées. Si votre chiffre d'affaires il diminue, là vous avez vos coûts produits, si votre chiffre d'affaires diminue et que vous dépensez toujours 100 000 par mois, ça fait plus 30%, quoi, ça fait 50. Et donc en fait vous avez plus de marge. Donc ce qui va être fait souvent quand il y a quelqu'un un peu financier ou en tout cas quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres, il va dire ok, il faut qu'on diminue la spend. Sauf que comme vous allez diminuer la spend, vous allez diminuer le trafic sur le site. Comme vous diminuez le trafic sur le site, vous allez diminuer en fait votre chiffre d'affaires, tout simplement. Donc en fait, en réaction à ça, vous allez refaire la même chose. C'est faire putain, on est encore en décroissance ce mois-ci, donc on va diminuer la spend. Et donc c'est là où en fait vous allez juste flinguer votre boîte tout simplement. Et au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, une fois que vous serez à votre chiffre d'affaires divisé par 2, vous allez dire putain mais c'est parce qu'en fait on n'achète pas assez de trafic, etc. Faut qu'on rachète du trafic. Et donc vous allez acheter du trafic. Sauf que votre chiffre d'affaires, il fait payer. C'est pas instantané en fait. Là, vous aviez une traction d'une boîte qui dépensait 100K ou 50K par mois depuis des années. Je disparais pendant 6 mois ici parce que je diminue mon ad spend. En tout cas, je disparais presque. Là, on augmente les invests. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre chiffre d'affaires, oui, il va repartir dans une meilleure tendance. Mais en fait, là, vous allez investir 2 fois plus et là, vous allez faire 20% de plus de chiffre d'affaires et pas 100% de plus. Et donc là, votre marge là, qui était déjà foireuse ici, alors vous aviez réduit, vous étiez redescendu à 30%, mais du coup, ça faisait plus grand-chose. En fait, là, vous avez augmenté ça, sauf que, donc je l'avais doublé ici, sauf que le chiffre d'affaires, lui, il a fait ça. Donc en fait, là, vous avez flingué complètement votre marge. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez burné du cash, vous burnez du cash, et du coup, vous allez redescendre de nouveau les invests. Et là, vous tombez dans une boucle, en fait, vous êtes perdu, vous allez être bloqué, il y a vos investisseurs qui vont vous demander des trucs si vous avez des investisseurs, vous allez essayer de chercher de l'argent, etc. Donc là, ça, c'est un gros souci. Et en fait, la solution, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation où, en gros, on va cut la spend quand le chiffre d'affaires il est en baisse. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il est en baisse. Et une autre des solutions, c'est de trouver pourquoi vous êtes en baisse. Et en fait, on revient un petit peu aux zombies. Et donc, en fait, trouver la solution de pourquoi vous ne pouvez pas récupérer votre chiffre d'affaires. Et le but, c'est que vous lanciez, vous changiez quelque chose qui fait que votre chiffre d'affaires, qui était donc stable, puis un peu en décroissance, puis après ça se casse la gueule, puisse remonter sans forcément que votre ad spend, qui du coup était, je vais vous le mettre en une autre couleur, qui était ici, que vous avez diminué. En fait, gardez votre ad spend ici et essayez de trouver quelque chose sans changer l'ad spend, un peu comme le lancement de votre boîte tout simplement. Vous n'êtes pas arrivé en disant je vais mettre plus d'ads pour que ça marche, vous êtes dit je vais faire le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Et c'est ça qui a fait que ça fonctionnait. C'est la même chose. En fait, c'est un peu comme si vous relanciez votre entreprise à ce moment-là. Parce que si votre boîte elle se pète la gueule, si on est dans le cas du zombie, c'est qu'en fait il y a une raison. C'est que vous n'êtes plus au bon endroit au bon moment. Donc vous allez pouvoir augmenter les invests si vous voulez. Augmenter les invests, ça va pas marcher, votre croissance elle va pas suivre
En fait, votre chiffre d'affaires va pas suivre l'augmentation des invests, vous n'allez plus faire de cash et vous allez envoyer votre boîte au tapis. Grosso modo, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Voilà pour ces 3 cas. Donc, post-lancement, zombie, suicide, c'est des cas qu'on voit souvent, malheureusement, en e-commerce. Je vous l'accorde, il y a quand même un contexte économique qui est un peu différent. Ok, je veux bien être d'accord avec ça. En revanche, c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a des marques qui arrivent à être en croissance. Donc si c'est ça votre excuse, ben ça fonctionne pas, tout simplement. Maintenant, la troisième partie. Les publicités, c'est des maths. C'est-à-dire que on met de l'argent, on paye un CPM à Meta. Je vais faire ça 2 secondes, mais le CPM, c'est votre coût par 1000 impressions. Une impression, c'est quand sur votre téléphone, vous le prenez, je prends mon téléphone là, je scrolle sur Insta, toutes les publicités qui passent, même celles sur lesquelles je ne m'arrête pas, juste le fait de scroller, il y a des gens qui payent des impressions. Une impression, c'est-à-dire que la pub, c'est affiché une fois. Donc vous payez pour 1000 impressions. Que la personne s'arrête ou pas dessus, hein, vous avez payé. C'est pas Google où on paye au clic. Là, on paye à l'affichage de la publicité sur un écran, c'est tout. Fois votre taux de clic. Votre taux de clic, c'est combien de personnes qui ont la publicité affichée vont s'arrêter et cliquer dessus pour aller sur votre site. Ok. Ça, c'est l'équation de base. C'est pour ça qu'on dit que la publicité, c'est des maths. Le CPM, dans les grandes lignes, vous pouvez pas y faire grand-chose, même si on peut faire quelques trucs en fonction des formats, en fonction de comment on communique, etc. On peut faire baisser les CPM en fonction de l'interaction, blablabla. Si vous vous posez la question, il y a encore des comptes qui ont des CPM à 3-4 euros, ça existe, c'est pas du tout un problème. En fait, ça dépend de chacun des secteurs, des biddings, etc. et de comment votre marque se positionne. Dans tous les cas, c'est plus compliqué de faire changer un CPM qu'un CTR. Le CTR, c'est votre taux de clic sur la publicité. Alors, c'est un KPI que j'aime pas trop parce que, en fait, il peut être faussé parfois. C'est-à-dire que d'une campagne à l'autre, Meta, par exemple, il va vous faire exploser votre CPM. Il va vous mettre un CPM à 30 euros. Et en fait, pour compenser ça, il va vous mettre un CTR qui, je sais pas moi, en moyenne, votre CTR, il est à 0, admettons que vous avez un CTR à 0,7% en moyenne. Et du coup, là, comme il va vous mettre un CPM énorme, il va vous mettre, vous pourrez peut-être voir ça, il va vous mettre un CPM à 1,5, un CTR, pardon, à 1,5 pour compenser. Du coup, en fait, votre CPC, il sera le même, par clic, ISO, il sera ISO. Parce qu'en fait là on a un CPM qui est celui du compte moyen qui est classique et là on a un CPM qui est élevé mais du coup Meta compense un peu. J'ai déjà remarqué ça, alors évidemment ils vous diront jamais ça mais j'ai remarqué un peu ce pattern là. Dans tous les cas vous pouvez travailler sur ce CTR ici pour aller faire augmenter sur votre CPM moyen du compte ce CTR peut-être de 10, 20, 30% et en fait ça va où votre acquisition, votre CPC vont diminuer. Le point qui est important ici, c'est pas d'aller chercher du trafic pas cher, c'est d'aller chercher du trafic qualifié pas cher. Et donc pour ça, on utilise GA4. On peut voir le trafic qualifié que vous avez sur votre site internet, combien de temps ils passent par page, qu'est-ce qu'ils font, combien de pages ils voient, etc., etc. Parce que sinon, vous lancez une campagne de trafic sur Meta, vous allez avoir du trafic pas cher avec des CPM qui valent rien, vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre site internet et vous allez probablement jamais les convertir. Bon bah là, c'est ce qu'on veut éviter, hein. On veut du trafic engagé, des sessions engagées, le moins cher possible. Et évidemment, aussi bien engagé que les autres. Donc c'est là tout l'enjeu. Donc ça, pour vérifier vos sessions engagées, vous regardez sur GA4, vous regardez vos ad spend, vous dites ok, le coût par session engagée me coûte tant d'euros. Vous mettez tout ça dans Claude. Et Claude vous fait un dashboard tout joli, tout propre, ou sinon vous avez des connecteurs, vous mettez ça sur Looker Studio et vous suivez ça. Vous suivez pas ça jour par jour, hein. Vous suivez ça mois par mois ou plus petit semaine par semaine, quoi. Mais c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on dit que la publicité, c'est juste des maths en fait. On veut juste acheter du trafic. Notre travail en tant que média buyer, moi je suis cofondateur de Ben Vic, donc l'agence média, l'agence d'ADS. On a aussi d'autres types d'agences. On a un studio, on fait du CRM avec de la rétention des mails, etc., de l'email marketing. Mon métier à la base, moi, c'est ça. Et en fait, mon métier, c'est juste des maths. C'est de montrer la bonne créa au bon moment à la bonne personne pour qu'elle soit le plus susceptible de cliquer et de venir sur votre site. Vendre, c'est pas mon sujet en fait. Les gens,
pour acheter, ils viennent sur votre site et c'est là qu'ils doivent acheter, tout simplement. Donc gardez bien ça en tête, la publicité c'est juste des maths. Si les gens ils achètent pas sur vos publicités, c'est que vos publicités, soit elles font pas leur taf en termes de CTR, et donc votre clic il vous coûte cher, soit que les gens ils achètent pas sur votre site parce que votre branding, votre marque, votre site, votre proposition de valeur, votre positionnement marketing, il fonctionne pas, tout simplement. Donc ça sert à rien de remettre tout ça en cause, alors que vous avez du trafic qui est pas cher, vous faites des publicités qui fonctionnent, et derrière c'est votre site qui est pourri. Donc faites attention à ça, ça arrive très souvent aussi. Donc c'est ce que je disais, pardon, on peut optimiser vos publicités pour aller challenger ce CTR en fait. Le CTR, c'est tout simplement vos publicités. Alors il y a aussi un peu le type de campagne, enfin il y a des choses un peu plus avancées qu'on peut discuter, mais c'est pas le point ici, j'essaie de garder les choses le plus simple possible. Et enfin, je vais vous proposer des solutions. La première chose à revoir, c'est votre produit dans son sens large. Quel est mon message? Quelle est mon audience? Quel est mon positionnement? Ok, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que je dis? Quelle audience? Et comment je me positionne par rapport à eux? Alors vous pouvez avoir plusieurs audiences différentes à laquelle vous allez vous adresser plusieurs messages. Plus vous aurez d'audiences différentes avec plus de messages différents, plus ça va être compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne. Pure Sport, le message, il est clair, c'est pour des gens qui courent, c'est des électrolytes. Voilà, c'est un truc assez classique. On voit qu'il y a plein de produits autour en fait des électrolytes, mais leur produit phare c'est l'électrolyte. Et pour ceux qui aiment vraiment la marque, c'est des gens qui vont racheter derrière d'autres produits, le truc pour mieux dormir, le magnésium, etc., etc. Bon, globalement, leur message est assez clair. On vend des électrolytes à des gens qui font de la course. Fin de l'histoire. Tout le reste des produits, c'est des paillettes, des trucs pour upsell, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Pure Sport, ça reste de l'hydratation pour des coureurs. C'est tout. Si je fais pas de course, j'achèterai jamais chez Pure Sport. En l'occurrence, moi je fais pas de course, donc je n'achèterai jamais chez eux. C'est très clair et c'est très simple. On revient à notre point. Donc, vous pouvez avoir plusieurs audiences avec plusieurs messages et plusieurs positionnements. Alors, quand je dis plusieurs positionnements, c'est l'angle sur lequel vous l'attaquez, quoi, évidemment. Vous pouvez avoir plusieurs messages dans une seule audience, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est quelque chose. Faites ce travail-là et mettez-le à plat. Et si vous commencez à me dire mon audience, c'est CSP+, CSP plus 25-35, vous pouvez jeter votre feuille et recommencer. C'est probablement pas du tout votre CSP. C'est ce que vous aimeriez que soit votre CSP parce que vous avez entre 25 et 35 ans et que vous pensez que c'est stylé et que vous voulez en parler avec vos potes, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vos clients, ils sont probablement bien différents de ce que vous pensez. Donc, allez sur vos publicités, regardez les commentaires, trouvez les profils Facebook des gens qui achètent chez vous, les profils Insta des gens qui achètent chez vous, pardon. Regardez les gens qui likent vos publicités et vous allez voir. Deuxième point, on a la rétention. C'est la LTV qui finance l'acquisition. Ça, c'est pas compliqué. Vous achetez un client qui va vous coûter cher parce que même si vous êtes bon, ça n'est pas donné quand même. Ça, c'est la valeur de votre client, pardon. Enfin, la valeur de sa première commande. Ça, c'est votre ad spend pour le débloquer. Si le mec, il rachète tous les 3 mois, tout ça, c'est de la marge. Et tout ça, ça vous permet de financer ce premier achat. C'est ça, en fait. Donc, la LTV, c'est quelle est la valeur de mon client dans le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc ça, on va faire valeur temps. C'est pas vitesse, c'est valeur. Là, on a un premier achat donc qui rapporte de la valeur au client. Donc là, on commence à 10 euros. Si le mec, au bout de 6 mois, il repasse une commande de 15 euros parce qu'il rachète des produits, il en manque, ben, la valeur de votre client, c'est 25 euros à 6 mois. Bon, bah ça, vous n'avez pas payé pour l'avoir. Ou en tout cas, vous avez mis des efforts, mais c'est pas autant que ce que vous avez dépensé ici en publicité pour avoir ce premier achat. Donc en fait, ça, la marge qui a été dégagée sur ce produit et les prochains achats, en fait, elle va permettre de financer ce truc-là. C'est ça que vous gardiez en tête. C'est ultra important et de toute façon, les marques qui n'ont pas de LTV, souvent, elles fonctionnent pas dans le temps. C'est pas vrai pour toutes, mais souvent, c'est le cas. Ensuite, l'expansion d'audience. Les nouveaux segments, nouveaux besoins.
Donc vous pouvez vous adapter si vous avez une marque, notamment les marques zombies dont on parlait tout à l'heure, qui se font un peu doubler, et cetera, qui dorment un peu sur leur laurier. Bah, en fait, vous pouvez aller chercher des nouveaux segments. Vous pouvez aller répondre à des nouveaux besoins. En revanche, faites attention. Vous êtes en train de multiplier vos positionnements et vos audiences, etc. Et donc, vous risquez d'avoir un message qui est brouillé. En fait, plus on a d'audience, plus on a de positionnement, etc., plus on n'est pas sûr du message, on ne sait pas trop à qui on vend. En fait, plus vous allez être clair sur les gens que vous voulez cibler, comme Pure Sport, plus allez avoir un marché qui va être petit, mais les gens qui sont là, dans ces gens-là, eux, ils vont se dire putain, c'est fait pour moi ce truc-là. C'est exactement fait pour moi. Je vais vous montrer une marque qui s'appelle Worklouder. C'est une marque de clavier qui vend des claviers qui coûtent 400 balles, 500 balles. C'est des claviers qui sont destinés à des designers finalement. Des designers, des mecs qui font du design, etc. Bon, bah en fait, vendre des claviers à des designers, à 400 balles, le marché il est vraiment pas énorme, honnêtement. Tous les designers gagnent pas assez bien leur vie pour faire ce genre de choses. Ils ont fait des mini claviers à utiliser sur Figma, donc un logiciel de design si vous ne connaissez pas. La majorité des designers vont pas utiliser ça. Parce qu'en fait, ils sont sur un tout petit segment. Ils excluent toutes les autres personnes. En fait, c'est fait pour les créateurs, les designers. Mais en fait, si vous regardez combien ils ont de gens qui les suivent, la marque est énorme. La marque est énorme. 446 000 followers. C'est immense, en fait. Et vous connaissiez pas cette marque. Et pourtant, cette marque a fait des millions. Ben voilà. En fait, ils ont pris une grosse part d'un petit gâteau, c'est tout. Bon, et ben en fait, ça, c'est parce qu'ils ont ciblé, tu vois, des gens de manière très précise ici. Et ils ont dit, les autres, c'est pas pour vous. Ça, on n'est pas adapté, on vous parle même pas. Bon, et bien là, c'est un peu la même chose. Si vous parlez à tout le monde, et ben, vous allez toucher plus de gens, mais de manière plus diffuse. Et donc, vous allez moins correspondre, en fait, aux attentes de chacune des personnes. C'est comme si vous allez dans un magasin de running, je vous file des baskets, et je vais essayer de vous les vendre, ou je vous fais faire un test, je regarde comment vous courez, et je vous dis, ok, c'est ces baskets qu'il vous faut. Et ben, si vous me filez des baskets directes à 120 €, si vous essayez de me faire tout un test et de me vendre des baskets à 160, eh ben, je suis persuadé que vous allez prendre plus facilement les baskets à 160. Ok. Ben là, c'est la même chose. Donc faites attention quand même à ça. C'est quelque chose d'intéressant, mais ça reste... ça doit être réfléchi, ça doit faire partie d'une stratégie. Et ensuite, la compréhension de vos clients. Combien de marques, et là je parle pas de petites marques, je parle de marques qui font plusieurs millions, plus de 10 millions, pas bien compris les besoins de leurs clients, sont à côté de la plaque. Il y a des besoins réels et il y a des besoins supposés. En fait, vous pensez que vous réglez un problème, mais en fait, c'est pas le problème réel que vous réglez. Et du coup, en fait, vous parlez à votre audience, et votre audience, j'ai essayé de dessiner une audience, mais compliqué, un bonhomme. Vous parlez à votre audience. Vous parlez à votre audience et vous leur dites un message A. Eux, ils arrivent à deviner que ce message A, en fait, ça veut dire B. Parce que c'est comme ça que eux, ils interprètent. Ils disent, ah ouais, ça solutionne tel problème. La réalité, c'est que, en fait, si vous donniez le message B directement, vous auriez évidemment beaucoup plus de monde. Et ça serait beaucoup plus pertinent. Donc faites aussi attention à ça. J'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous remercie. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à m'en faire directement en commentaire sur cette vidéo. Je vais me remettre en grand. N'hésitez pas à m'en faire directement sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.